Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. Le 1er février, une marche internationale réunissant 70 personnes en provenance de toute l'Europe et de l'Amérique est partie de la ville de Luxembourg jusqu'à Strasbourg. 10 journées de marche à travers les villes et les champs, sous la pluie et sous le vent, a demandé un statut pour le Kurdistan. 265 km parcourus. Les 70 internationalistes sont originaires de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne, du Pays Basque et de Catalogne, de Suisse, du Portugal, du Brésil ou même encore d'Argentine. Par soif d'idéal, ils ont rallié les deux villes européennes, Luxembourg et Strasbourg, pour conscientiser les populations et les élus locaux à l'injustice qui sévit dans le Kurdistan occupé par les forces armées turques. Ces manifestants dénoncent l'emprisonnement de l'artisan de la paix au Kurdistan, Abdullah Öcalan, et ils réclament un statut officiel pour le Kurdistan. Sous la pluie, sous les attaques de fascistes turcs et malgré les vexations de la police française, les internationalistes ont porté leur message de paix et de fraternité entre les peuples. À Solone et à Saverne, des nationalistes portant le drapeau turc les ont agressés. Et c'est à coups de gaz lacrymogène que les policiers auront dû les faire détaler. À Marmoutier, la police et la gendarmerie française ont exigé que les manifestants remettent 3 des leurs aux forces de l'ordre sous peine d'interdiction de la marche. Mais pour finir, les manifestants ont pu poursuivre leur chemin tous ensemble. Ces manifestants sont enfin arrivés à Strasbourg vendredi peu avant 16 h, prêts à participer à la grande manifestation d'hier, samedi. La police française s'est montrée plus compréhensive à Strasbourg, où elle a assuré une protection adéquate aux marcheurs menacés par les nationalistes turcs. Le 25 juin 2012, un comité de vigilance planait sa tente devant les bâtiments du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Les vigiles entendaient dénoncer l'enfermement du leader kurde Abdullah Öcalan. 242 semaines plus tard, les vigiles sont toujours là. Rappelons jour après jour à l'Europe ses devoirs envers ses propres principes. Regardez avec nous. Depuis le 25 juin 2012, les comités de vigilance se relaient devant les locaux européens dans le quartier strasbourgeois de Robertsau. Cette semaine, c'est Rasmiye Aslan, du Centre kurde pour la démocratie de la ville d'Ulm, qui a repris la vigile avec 3 de ses amis. Elle explique que le peuple kurde n'a jamais plié jusqu'à présent et qu'il ne mettra pas le genou à terre dans le futur non plus. Aslan appelle toutes les mères kurdes à poursuivre leur lutte jusqu'à ce qu'Öcalan recouvre la liberté. 7 jours par semaine, les vigiles sont devant les bâtiments de l'Europe. C'est après 242 semaines la plus longue manifestation ininterrompue du mouvement kurde. Les principes de la philosophie et du projet politique d'Öcalan sont mis en valeur et depuis ces 242 semaines, ce sont des foules de gens que les vigiles ont pu sensibiliser, qu'elles travaillent dans le milieu européen de Strasbourg ou que ce soit de simples touristes. Et puis, Aslan dénonce aussi les différents pays européens pour leur silence en ce qui concerne l'isolement prolongé du leader kurde. La manifestation de Strasbourg d'hier samedi a rassemblé 20 000 personnes. C'était aussi le terme et l'objectif de la marche de 270 km des militants de la paix. Un grand souffle d'espoir a réchauffé la foule. Le cortège des manifestants s'est ébranlé depuis la gare de Strasbourg après avoir observé une minute de silence en l'honneur des héros trop tôt disparus de la révolution menée au Kurdistan. Aux minorités et aux classes opprimées. Le peuple kurde est l'un des plus victimes de l'abus des États coloniaux. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, la Turquie a essayé de soumettre le peuple kurde par la répression et la guerre. Recep Tayyip Erdogan et son gouvernement subjugués durant des milliers d'années. En tant qu'activistes, internationalistes, nous les voyons comme un exemple de courage pour les peuples qui aujourd'hui luttent pour leur libération dans différents endroits du monde. La nation démocratique pour le Kurdistan, le confédéralisme démocratique au Moyen-Orient et le système confédéral démocratique mondial est un modèle vivant
qui génère une grande espérance puisqu'ils et elles proposent un système. Sarah Marcha, l'une des 70 militantes de l'équipe des marcheurs, a rappelé le sens de son engagement. Le système de l'État-nation, le fascisme de l'oppression des femmes et le nationalisme se sont développés contre les valeurs communes et contre les intérêts des peuples. La révolution du Rojava, c'est la mise en place d'un rêve, celui d'un monde juste et pacifique pour l'humanité. Ramzi Kertal, du Kongragel, a promis la fin du fascisme d'Erdogan pour le printemps qui vient. Et l'autre objectif du Kongragel, c'est la libération d'Abdullah Öcalan pour cette année 2017. Quant à Cemal Bayik, du KCK, l'Union des communautés kurdes, il a pointé le fait que la modernité capitaliste se nourrit de nationalisme, de chaos et de crise. Ni les sociodémocrates ni les libéraux n'ont de solution. Et Cemal Bayik de proposer une démocratie radicale, un socialisme démocratique qui puisse être une solution aux problèmes de notre monde, un socialisme démocratique tel qu'il a été formulé par Abdullah Öcalan. Cemal Bayik a prévenu, 2017 sera une année de résistance acharnée contre le colonialisme et contre le fascisme. Une deuxième grande marche destinée à rallier la ville de Strasbourg est partie de l'Allemagne depuis la ville de Mannheim. Cette deuxième grande marche a démarré dimanche dernier. Et elle a également rejoint la capitale européenne, qui est devenue hier pendant 24 heures la capitale du Kurdistan. Mannheim, Hockenheim, Bruchsal, autant de villes traversées par les manifestants kurdes originaires d'Allemagne. Mais à Bruchsal, les nationalistes turcs ont à nouveau usé de violence contre les marcheurs. Avec des chiens, des groupes s'affirmant ottomans ont tenté de briser l'élan des participants. Et quand la police allemande est arrivée, elle a agressé un groupe de 20 marcheurs, les menaçant de ses armes. Mais personne n'a été blessé. Les marcheurs ont ensuite poursuivi leur chemin, encadrés par 200 policiers allemands, 3 chevaux, des dizaines de véhicules de police, jusqu'à Karlsruhe. Sur la page Facebook de l'association turque UETD Karlsruhe, des partisans du président Erdogan ont menacé d'attaquer les manifestants à Rastatt. Les policiers allemands ont donc pris les menaces au sérieux et ont anticipé toutes ces attaques avec des mesures de sécurité. Et finalement, après avoir rencontré les différentes autorités locales tout au long de leur marche, les manifestants partis de Mannheim ont également rejoint la ville de Strasbourg pour la grande manifestation de ce samedi. À Rennes, à Nantes, à Marseille et à 4 km de là, Soleimani, dans le Kurdistan du Sud, et d'autres marcheurs ont porté leurs revendications et leurs exigences de justice. Justice pour Abdullah Öcalan, un statut pour le Kurdistan. En souvenir de la date du 15 février 1998, date de l'arrestation d'Abdullah Öcalan au Kenya par les services secrets turcs, américains et israéliens, les Kurdes de Rennes et de Nantes ont manifesté sur la place du marché à Nantes et ont organisé une marche à Rennes. Une double demande animait les manifestants kurdes et les nombreux Français qui les accompagnaient. Liberté pour Öcalan, un statut pour le Kurdistan. Une marche de 3 jours est également partie de la ville de Martigues, dans le sud de la France, pour rejoindre Marseille. Dans cette marche, 150 militants portent les exigences de justice et le message de paix d'Öcalan. Et au Bachour, le Kurdistan du Sud, le vent de la liberté et de la justice souffle aussi. Vendredi, une marche, la toute première organisée au Kurdistan du Sud, est partie de la ville de Suleymaniye pour rejoindre la ville de Hawler. Menée par le mouvement de la jeunesse libre du Kurdistan, par l'organisation des jeunes femmes et par le mouvement de la jeunesse du Rojava, ces marcheurs dénoncent la conspiration du 15 février et l'arrestation d'Öcalan. Une arrestation qui défie, disent-ils, la morale, les lois et les valeurs humaines. Ces marcheurs du Bachour dénoncent aussi la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité pour la prévention de la torture pour leur coupable indulgence envers la Turquie dans le cadre du dossier de l'enfermement d'Öcalan sur l'île prison d'Imrali.
Cette marche se terminera à Hawler après 5 journées de protestation qui mèneront ces jeunes Kurdes par Jam Jamal et par Kirkouk. L'étau se resserre autour de la ville de Raqqa. Les forces démocratiques syriennes sont plus qu'à une grosse dizaine de kilomètres de la ville et la capitale du Daesh est maintenant parce que totalement coupée, presque totalement coupée du reste du monde. Regardez avec nous. Sherwan Derwesh est un combattant du conseil militaire de Minbish. Il se bat avec les unités des forces démocratiques syriennes pour reprendre la ville de Raqqa. Sherwan Derwesh explique que des milliers de jeunes Arabes, en provenance des zones déjà libérées, ont rejoint les forces démocratiques syriennes. Les habitants participent de façon remarquable à la lutte, explique-t-il. Les gens qui subissent encore les atrocités du Daesh placent de grands espoirs en nous, explique-t-il. Et notre objectif pour la 3e phase des opérations, c'est d'élargir les cercles autour de Daesh et de couper toutes les routes qui mènent à Raqqa. Et les forces internationales qui combattent Daesh nous fournissent un appui aérien et terrestre. Dimanche dernier, les forces démocratiques syriennes ont d'abord repris les hameaux de Doukhan, d'Abou Natali et de Hat. Lors de la nuit, les combattants ont repris lors des combats Bir Saïd et au petit matin, pendant les opérations de nettoyage, il y avait 17 corps de membres de Daesh abandonnés sur le sol. Lundi, c'était le village de Mishrafa qui était encerclé et repris au Daesh lors de combats de nuit. Mardi, l'une des 2 colonnes des forces démocratiques syriennes entourait Abu Soussa, tandis que l'autre colonne se battait à hauteur du village de Mizela, à 20 km au nord de la ville de Raqqa. Abu Soussa a été libéré en quelques heures. Mais mercredi matin, Daesh lançait un assaut depuis le barrage de Tapra et tentait de reprendre Souaïdié. L'offensive a été repoussée. Au nord-est de Raqqa, le village de Milhan était assiégé par les forces démocratiques syriennes. Rappelons aussi que Souaïdié avait été libéré le 22 janvier. Jeudi, c'est au tour du village de Saniné à être libéré. Dans ce village, les forces démocratiques syriennes ont dû enlever plusieurs centaines de mines qui avaient été placées par le Daesh. Et vendredi, le village de Mizela est enfin repris. Les combats pour reprendre Mizela ont donc duré 3 jours. La journée de vendredi, les forces démocratiques syriennes ont dû faire face à 8 attaques suicides de kamikazes de Daesh, des kamikazes qui portaient des vestes remplies d'explosifs. Aucune de ces attaques n'aura fait de victimes. Mais sur ces images, on voit l'un de ces kamikazes qui explose, suffisamment loin cependant des combattants repliés derrière leurs véhicules blindés. Quand les forces démocratiques syriennes auront coupé l'autoroute qui va de Deir az-Zor à Alep, à une dizaine de kilomètres de leur position actuelle, le Daesh sera alors totalement asphyxié à Raqqa, sans aucun contact avec le reste de ses bastions. Dès que les combats se terminent, les forces démocratiques syriennes doivent sécuriser les lieux et enlever les nombreuses mines abandonnées par le Daesh. Les habitants sont ensuite emmenés à rejoindre immédiatement leur maison. Bir Doukhan a été le premier village à être libéré lors de la 3e phase de l'opération Colère de l'Euphrate. Dès lundi, les habitants ont pu rejoindre leur village, comme l'explique un des jeunes du village. Daesh a placé des mines partout dans le village il y a 2 mois, avec et pour objectif de faire un massacre parmi les civils. Mardi, dans le village de Bir Fawaz, un véhicule piégé de Daesh voulait se jeter sur un groupe de femmes et d'enfants qui fuyaient. Comme on le voit sur ces images, les combattants de la liberté sont arrivés à détruire les véhicules et à sauver le groupe de civils. Les combattants des forces démocratiques syriennes ont alors plongé sur les tirs du Daesh pour mettre le groupe à l'abri. Un homme a cependant été blessé. Il a été soigné avant d'être envoyé avec les autres personnes du groupe vers une zone sécurisée. L'invasion turque du nord de la Syrie a commencé il y a déjà plus de 170 jours. Mise à part les villes reprises son combat au Daesh. Comme à Jarablus, à l'aventure militaire turque se solde déjà par un échec
Devant Bab, les forces turques piétinent. Elles doivent maintenant terminer le chemin. Regardez avec nous. Ni Bab, ni même la petite ville voisine de Biza n'auront été reprises par les forces turques au Daesh. Biza a pourtant été bombardée pendant 3 semaines par les avions turcs. Les forces turques au sol avaient alors finalement réussi à prendre Biza et à y rester 2 petites heures avant d'y être à nouveau délogées en y perdant encore de nombreux soldats. Ce mercredi-ci, 4 soldats turcs ont d'ailleurs encore été tués à hauteur de Biza. Jeudi, le chef d'état-major de l'armée turque, Hulusi Akar, a réuni ses généraux pour tenter de mettre un terme à l'aventure militaire ratée de la Turquie dans la ville de Bap. Mais plus tard dans la journée, les forces du régime syrien, à quelques encablures de la ville de Bap elles aussi, ont encore frappé les forces turques. Il y a ensuite eu un cortège d'ambulances pour ramener les blessés turcs vers la frontière. Lors de 5 frappes aériennes consécutives, il y a eu aussi plusieurs dizaines de morts parmi les forces turques sur la colline de Cher Achil. Vendredi, les combats entre les forces du régime syrien, les forces armées turques et les bandes de mercenaires qui les accompagnent, ces combats se sont poursuivis à coups d'armes lourdes à Abu Zindin, un village situé à 6 km à l'ouest de Bap. Et selon le témoignage d'un ancien officier turc de l'OTAN, un officier qui a été démis de ses fonctions suite aux purges menées au sein de l'armée, la Turquie aurait déjà perdu 54 tanks et véhicules blindés dans la ville de Bap. La force aérienne turque, forte de 250 avions de guerre, aurait lancé, a dit le chef d'état-major de l'armée, 1233 missiles guidés sur 1141 cibles de Daesh. Et l'officier démis de l'OTAN de conclure. Ou bien les frappes aériennes sont sans effet, ou bien le nombre de missiles tirés a été inventé. La méthode militaire des forces turques est celle du « au mieux », une méthode qui explique les échecs d'une aventure surtout nourrie d'ambitions politiques, mais desservie par une structure de commandement défectueuse. Aujourd'hui, c'est le régime syrien qui est aux portes de Bab, depuis le sud de la ville. L'armée turque cherche donc à se désengager de la région de Bab. Par dépit, elle a commencé dès le lendemain de l'attaque de la colline de Sharakhel à bombarder de nombreux villages de la région de Shahba. Des villages tenus par le Jaish al-Thawar, une formation arabe qui travaille pour les forces démocratiques syriennes. Regardez avec nous. Les villages bombardés par les forces turques dans la région de Sheba sont les villages de Djijan, de Tilziwan, de Tilmadir et de Tilsahir. Tous ces villages sont sous la protection du Jaish al-Thawar, l'armée des révolutionnaires. Dans toute la région de Sheba, jusqu'à la ville d'Idlib, la Turquie tente de reprendre son influence sur les groupes de rebelles fanatisés. De nombreux postes militaires se construisent et 2300 nouveaux soldats turcs ont été mis en poste. 6 millions de dollars ont d'ailleurs été investis pour transformer l'hôpital d'Azaz en base militaire. Des héliports sont construits entre Dabir et Arshab. 80 membres des forces spéciales turques, accompagnés de 5 tanks, ont été amenés à Til Jibrin pour reprendre les positions du Jaish al-Thawar entre Ain Derkne et Artarin. Les travaux d'aménagement d'une autre base, à Artarin, ont été immédiatement mis à l'arrêt après un bombardement de l'aviation du régime syrien. Tous ces développements indiquent donc que l'objectif militaire de la Turquie se déplace de Bab vers la région de Shaba et vers le canton d'Afrin. Lundi soir, à 19h15, les forces turques bombardaient depuis la région d'Azaz les villages de Merenas et de Filan al-Khadi, pendant que les bandes armées qui suivent les forces turques tentaient de pénétrer dans le canton. L'attaque a été repoussée par les unités d'autodéfense kurdes, les unités Yapaga et les Yapaja. De nombreux membres des bandes armées ont été tués lors de cet assaut. Lundi, les autorités cantonales d'Afrin ont donc encore interpellé les Nations Unies pour dénoncer l'occupation turque et le mépris manifeste de toutes les règles internationales et des chartes édictées par l'ONU. Ce n'est pas la première fois, dit le communiqué adressé aux Nations Unies, que l'État turc adopte une telle attitude, en plus de toutes les mines qui sont enfouies et du meurtre de civils innocents le long de la frontière.
Les habitants de Bab fuient en masse leurs villes et villages dévastés par les bombes turques. Ils ont 2 lieux sécurisés où se rendre. Les cantons kurdes d'Afrin ou la ville de Manbij, les journalistes de l'agence Awar News les ont rencontrés. Regardez. Pour des raisons de sécurité, parce que leurs familles sont toujours menacées, les habitants de Bab parlent sous couvre d'anonymat. Pour eux, la bataille qui se joue entre l'armée d'occupation turque et les envahisseurs du Daesh n'est qu'un jeu. Les 2 parties partagent le même objectif, vider la zone de toute sa population. La vie sous l'occupation de ces bandes de mercenaires est un enfer. Destruction, inhumanité, massacre. Les mercenaires mènent une guerre psychologique contre les habitants. L'armée d'occupation turque, affirme-t-il, est censée de viser le Daesh. Mais elle s'en prend aux civils. Personne à Bab n'ose élever la voix de peur des représailles. Les réfugiés de Bab implorent les organisations de défense des droits de l'homme et les puissances démocratiques à intervenir pour mettre un terme à l'occupation de l'armée turque et aux crimes du Daesh contre les civils. C'est Victor Hugo qui, sous Napoléon III, annonçait les règles de validité d'un référendum liberté d'information, liberté du choix et l'électeur, liberté du choix pour l'électeur et absence de fraude et de dépouillement, alors qu'il est, les 2 premières conditions sont déjà totalement sabotées. Écoutez. La vague de répression contre les élus du parti HDP, le parti qui mène la campagne du non au référendum constitutionnel du 16 avril, sont sous pression. On compte en effet en 1 année et demie 9000 arrestations dans les rangs du parti HDP. Députés, cadres et sympathisants vivent dans l'attente imminente d'une arrestation. 2500 membres du parti ont déjà été condamnés et emprisonnés. Ahmet Yildirim, député HDP de Mousse, explique que si cela avait dû frapper n'importe quel autre parti, ce parti n'aurait même pas été capable de garder ses bureaux ouverts. Mais comme le député l'analyse, le HDP n'est pas qu'un parti, c'est un mouvement populaire. Le HDP, dit-il, est un arbre qui prend sa force dans ses racines. Au plus on taille dans l'arbre, au plus il devient fort. En attendant, la liberté des politiques qui s'opposent au changement de constitution n'est pas plus garantie que celle de ceux qui informent la population. Comme le rappelle Reporters sans frontières, la dérive autoritaire du président Erdogan se manifeste notamment par des attaques massives contre la liberté de la presse. Quand ce n'est pas pour insulte au président de la République, c'est pour terrorisme que les journalistes sont traînés par centaines devant la justice. L'autocensure progresse, les autorités bloquent de nombreux sites d'information et édictent des interdictions de publier sur certains sujets. Et la Turquie de se traîner à la 151e place du classement de l'association Reporters sans frontières pour l'année 2016. Ainsi de Şırnak qui avait massivement voté pour le parti HDP et qui n'est plus aujourd'hui qu'une masse de décombres. 60% de la ville a déjà été totalement rasée et les travaux de destruction se poursuivent. En ce qui concerne la liberté de l'électeur, il nous faut rappeler avec la députée Aycan Armes la menace qui plane sur la ville qui ne voterait pas dans le sens souhaité par le président Erdogan. En rentrant à Şırnak, sa ville, la députée Aycan Irmes a eu l'impression de n'avoir jamais eu de maison là, qu'il n'y avait plus rien de quoi rattacher ses souvenirs. L'État, dit-elle, veut détruire tout ce qui appartient au passé. Le gouverneur de Şırnak empêche que l'aide humanitaire ne pénètre dans la ville. Un entrepôt était entreposé de la nourriture a été confisqué par les soldats il y a 3 semaines et le responsable de l'entrepôt a été emprisonné. Le message envoyé aux électeurs du référendum est clair, votez comme l'attend le pouvoir. Là où on ne détruit pas encore les villes,
Les curateurs nommés par le pouvoir pour remplacer les cobourgmestres légitimement élus et emprisonnés, ces curateurs donc licencient en masse les travailleurs. À Agdenis, près de Mardin, 50 employés viennent de se faire licencier ce lundi. À Vannes, le nouveau curateur nommé par l'État, Mustafa Yalchin, a licencié 59 employés municipaux le premier jour de son entrée en fonction. Et la semaine précédente, 96 policiers de Vannes avaient eux aussi perdu leur emploi. Pour les travailleurs licenciés, tout espoir n'est pas perdu. Galip Ansaroglu, député AKP de Diyarbakır, propose aux travailleurs ayant perdu leur emploi de se faire photographier dans l'isoloir en tenant avec eux les bulletins du oui au changement de constitution, s'ils veulent retrouver leur emploi. Le frère de Galip Ansaroglu, Cihan Ansaroglu, a même ouvert un bureau de communication juste à côté de l'hôpital de Kayapinar, à Ahmet, pour mieux informer les électeurs sur les possibilités qui leur sont offertes s'ils veulent un jour retravailler. Les autorités AKP savent aussi se montrer généreuses avec l'argent des collectivités. 6 000 pièces d'or ont été achetées avec le budget de la municipalité de Kayapinar pour faire la tournée de nouvelles mamans et leur offrir, avec leurs vœux et la pièce d'or, de bons conseils pour le référendum d'avril. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.